Bon, depuis le début de cette exploration de la philosophie de l'essentiel, il y a une question assez tenace qui flotte dans l'air. Ouais, la fameuse question de la mise en pratique. Parce que la théorie, c'est bien beau, mais sur le terrain, c'est autre chose. Voilà, exactement. On a bien compris l'impératif de se concentrer sur ce qui compte vraiment, la théorie est limpide. Mais concrètement, quand on essaye de retirer le superflu, ça provoque très souvent une angoisse qui est super réelle. C'est clair. On a vite l'impression de détruire son propre travail, tu vois. Ou même de faire un immense bond en arrière. C'est ça. En fait, notre instinct nous dicte que soustraire, c'est perdre de la valeur. C'est comme quand on écrit un premier jet de roman, c'est très brouillon, chaotique, et on a peur de couper. Alors que la véritable magie, elle se produit justement loin des regards, quand on commence à corriger. C'est cette illusion de la perte qui bloque tout, en fait. On aborde la soustraction comme un appauvrissement. Si j'enlève une fonctionnalité à mon produit ou que j'annule un projet, je me dis que le résultat sera moindre. Exactement. Mais si on regarde du côté d'une industrie qui a vraiment perfectionné cet art du tri, le cinéma hollywoodien, il nous prouve le contraire tous les jours. C'est l'art purement invisible du montage. Ah oui, le montage. D'ailleurs, j'ai une statistique assez dingue là-dessus. Depuis 1981, aucun film n'a remporté l'Oscar du meilleur film sans avoir été au moins nominé dans la catégorie du meilleur montage. Pas un seul. C'est fou, non ? On encense toujours les réalisateurs de génie, les acteurs qui se transforment physiquement. Mais cette statistique prouve que la véritable magie, elle se produit avec des ciseaux. Mais ça, c'est parfaitement incarné par des gens de l'ombre, comme Michael Kahn, par exemple. Oui, le collaborateur historique de Steven Spielberg. C'est probablement le monteur le plus récompensé de l'histoire. Et son travail sur des films comme La liste de Schindler ou Le soldat Ryan, c'est pas juste de raccourcir des séquences pour que le film tienne sur la bobine, quoi. Non, pas du tout. Son talent, c'est de rendre impossible pour le spectateur de ne pas ressentir d'intention dramatique. La mécanique derrière ça, elle est fascinante. Comment ça fonctionne concrètement? Disons qu'une scène doit transmettre une tristesse absolue. Un mauvais monteur, il va laisser la scène se dérouler longuement. Il va montrer le personnage pleurer, s'effondrer. Il va vraiment s'attarder sur le chagrin. Il va surligner l'émotion, quoi. Voilà. Alors que le maître monteur, lui, il va couper la scène une fraction de seconde avant que la première larme ne coule. Waouh! Vraiment juste avant? Oui. Ouais. Il ampute la scène de sa résolution émotionnelle évidente, et par cette soustraction, il oblige le spectateur à projeter sa propre émotion dans ce vide qu'il vient de créer. Ah, je vois. Donc c'est la coupe elle-même qui crée la tension. Exactement. L'élimination impitoyable de tout ce qui est redondant ou trop explicite, ça ajoute une intensité vitale à ce qui reste. C'est un renversement de perspective vraiment profond. L'ajout de valeur par la soustraction délibérée. Et ce qui est intéressant, c'est que si on sort des salles obscures et qu'on regarde le monde de l'entreprise, on retrouve exactement la même mécanique. Tout à fait. C'est pas réservé à l'art. Je pense à Jack Dorsey, le fondateur de Twitter et Square. Il expliquait que la pire erreur d'un PDG, c'est de se voir comme le principal générateur d'idées de la boîte. C'est très juste. Parce que pour lui, le rôle ultime d'un leader, c'est d'être l'éditeur en chef, non ? Voilà, parce que la matière première d'une entreprise moderne, c'est le bruit. T'as des milliers de signaux qui remontent en permanence, les retours clients, les innovations des ingénieurs, les plaintes. Et si le dirigeant se contente d'ajouter ses propres idées par-dessus cette montagne, il crée juste un chaos ingérable. C'est clair. Donc, sa fonction d'éditeur en chef, c'est de filtrer cette masse pour déceler l'unique fil narratif qui donne du sens. Si un ingénieur propose une fonctionnalité brillante, facile à coder, l'instinct de base, c'est de dire « super, on ajoute ». Alors que le dirigeant éditeur, lui, il va analyser si ça sert la direction claire du produit. Si c'est non, il coupe. Il la met pas dans un sous-menu obscur, il l'élimine. Mais là, je me fais l'avocat du diable 2 secondes. Rayer un projet d'une liste ou dire non, un enfant de 3 ans sait très bien le faire et avec beaucoup de conviction. Oui, c'est sûr. Le rejet enfantin, c'est à la portée de tout le monde. Donc, qu'est-ce qui différencie cet art du montage d'un simple caprice destructeur? La différence, elle réside dans la charge psychologique de l'acte. C'est la conscience de la douleur et de l'intention. L'étymologie même du mot « décision » nous éclaire vachement là-dessus. Ah oui, la racine latine, c'est ça, sais. C'est ça. La racine cis ou cide, ça signifie littéralement couper ou tuer. C'est la même racine qu'on retrouve dans homicide, fratricide ou tout simplement les ciseaux. Ah, c'est violent quand même. Donc prendre une décision, c'est pas juste choisir une option joyeusement. Non, c'est tuer délibérément les autres options viables. Et ça, c'est un acte qui s'accompagne d'un vrai deuil naturel. C'est le fameux adage de Stephen King pour les écrivains, il faut savoir tuer ses chéris. Le kill your darlings, ouais. Voilà.
Un romancier peut passer des semaines sur un dialogue génial avec un personnage secondaire qu'il adore, mais s'il réalise que ça n'apporte rien à l'intrigue, il doit l'effacer. La douleur de détruire son propre travail est très réelle. Et c'est pour ça qu'on a tant de mal à être les éditeurs de nos propres vies. On subit tous cette tyrannie des coûts irrécupérables, tu sais. Ah, bah complètement. On garde tous des projets sous perfusion juste par nostalgie ou parce qu'on refuse d'admettre l'échec. Dans nos agendas, on traîne ces projets lancés il y a 18 mois qui ne donnent rien. Annuler définitivement cette réunion hebdo qu'on a soi-même instaurée, ça demande d'affronter une petite mort symbolique. Mais l'avantage, c'est que l'observation montre que cette friction initiale, elle laisse hyper vite la place à un sentiment d'espace libéré. Et c'est cet espace retrouvé qui nous amène à la deuxième étape de l'édition, la condensation, ce qui est très différent de la simple accumulation. Il y a cette histoire fascinante de Graham Hill et de son appartement new-yorkais. Ah oui, l'entrepreneur minimaliste. Il vit dans un espace d'environ 40 mètres carrés. Mais son but n'était pas de subir la petitesse du lieu en y entassant ses affaires, comme on le ferait souvent. Non, il l'a pensé comme un vrai problème de design. Il a conçu son appartement comme une boîte à bijoux. Rien n'a une fonction unique. C'est génial ça. Le mur qui sert d'écran de projection, mais qui dissimule aussi des lits pour les invités. Exactement. Les chaises s'emboîtent, la table s'allonge, chaque meuble a 2 ou 3 fonctions. Et si on transpose cette idée à notre gestion du temps, l'implication est énorme. Nos emplois du temps, ils ressemblent souvent à des pièces mal aménagées. Encombré de meubles à usage unique, ouais. Voilà. Le gros meuble typique, c'est cette énorme table en chêne massive dans le salon qu'on utilise une fois par an. Dans notre agenda pro, l'équivalent, c'est la réunion statutaire du lundi matin. Celle qui dure 2 heures et qui bloque 10 personnes, on la connaît bien. Elle prend un espace mental gigantesque dès le dimanche soir. Et son utilité réelle est proche du néant. Et tout autour de cette grosse table, on laisse traîner les petits tabourets bancals sur lesquels on trébuche sans cesse. Les notifications, les boucles d'emails interminables où on est en copie juste pour info. C'est exactement ça. Le salon de notre temps est tellement saturé qu'il n'y a plus aucun espace de circulation pour le travail qui demande de la vraie concentration. Et c'est là que la condensation entre en jeu. Mais attention, condenser son temps, ça veut surtout pas dire entasser plus d'activités dans une même journée. Ça, c'est l'erreur du multitâche. Essayer de s'asseoir sur 3 tabourets en même temps? C'est ça. La véritable condensation, c'est d'augmenter radicalement le ratio de sens par unité de temps. Si on reprend ta réunion de 2 heures, l'éditeur va identifier son unique utilité. Peut-être que c'est juste synchroniser les priorités. Donc on transforme ces 120 minutes éparpillées en un point debout hyper focalisé de 10 ou 15 minutes. Et le but n'est pas de remplir le temps gagné par d'autres petites réunions, le but c'est de créer le vide, cet espace pour respirer. Mais le paradoxe de tout ça, et c'est très important, c'est que réaménager son temps avec cette précision, ça implique aussi de savoir quand s'arrêter. C'est-à-dire, eh bien, la plus haute compétence d'un éditeur, c'est parfois sa capacité à ne rien toucher du tout. Attends, c'est hyper contradictoire, non? Si couper et condenser apporte autant de clarté, pourquoi on devrait se retenir de le faire à la moindre occasion? L'édition n'est pas juste une élimination aveugle, c'est une correction de trajectoire. On ne peut corriger que si on a une intention finale claire. Si on retourne voir notre monteur, Michael Kahn, Spielberg est souvent derrière lui. Avec des demandes très précises sur le rythme, j'imagine? Oui, mais Kahn ne se contente pas d'exécuter bêtement. Il édite en fonction de ce qu'il sait que Spielberg veut profondément accomplir. Dans la vie pro, si t'as pas cet objectif précis, couper devient une fin en soi, une sorte d'optimisation stérile. L'action pour l'action, quoi. Exactement. C'est comme un chirurgien. Le chirurgien inexpérimenté va multiplier les incisions pour avoir l'impression de travailler. Le maître, lui, il sait que chaque coup de scalpel est un traumatisme. Ah, donc l'action la plus forte, c'est parfois d'observer. De laisser le corps utiliser ses ressources ou de laisser la situation se décanter? C'est tout à fait ça, la retenue stratégique. Mais la frontière a l'air super mince quand même. Je veux dire, quelqu'un qui ignore un dossier brûlant ou qui laisse s'accumuler les emails en disant « je pratique la retenue éditoriale », ça ressemble surtout à une excuse très élégante pour procrastiner. C'est le piège classique, oui. Mais la différence n'est pas dans l'inaction visible, elle est dans la mécanique mentale. La procrastination, c'est passif. C'est une fuite motivée par l'anxiété. Tu fermes la fenêtre de l'email et tu espères que quelqu'un d'autre va gérer. On l'a tous fait. On l'a tous fait.
Mais la retenue éditoriale, c'est une observation active. La personne lit l'échange, évalue la dynamique. Elle se demande est-ce que c'est un vrai problème ou juste une décharge émotionnelle. Est-ce qu'un consensus est en train de se former tout seul? Voilà, est-ce que mon intervention va clarifier les choses ou juste rajouter du bruit? En choisissant de ne pas répondre pendant 24 heures, l'éditeur ne fuit pas. Il laisse l'écosystème absorber le choc. Et bien souvent, la panique retombe toute seule. Le nœud apparaît tellement clairement qu'une seule phrase suffit au lieu d'un long débat. Donc, la procrastination, c'est un défaut de décision, alors que la retenue, c'est un choix stratégique de timing. Exactement. Et ça implique de repenser totalement la fréquence à laquelle on fait le tri. Trop souvent, on attend d'être asphyxié. On accumule, et quand on frôle le surmenage, on fait un grand ménage de printemps en urgence. Ce qui est épuisant et très inefficace pour le coup. L'effort cognitif pour débroussailler des mois de chaos, c'est colossal. D'où l'importance de faire de l'édition une cadence naturelle, un réflexe quotidien. À chaque nouvelle demande, le filtre s'active. La question, c'est est-ce que cette option contribue directement et massivement à mon objectif du moment? Si c'est non, on coupe sans culpabilité. C'est l'entretien quotidien du jardin pour éviter d'avoir à abattre une forêt à la fin de l'année. Ce qu'il faut vraiment retenir pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'éditer sa vie, c'est pas s'enfermer dans une grotte. C'est adopter la posture d'un concepteur lumière au théâtre. J'aime beaucoup cette image. Face à une scène immense, plongée dans le noir, notre instinct premier, ça serait d'allumer tous les projecteurs à fond, pour être sûr de ne rien rater. Mais le résultat est juste aveuglant, sans aucun relief. L'éditeur, lui, il choisit un projecteur unique, l'angle précis qui va mettre en valeur le sujet central. Et il accepte de laisser tout le reste dans une obscurité profonde. Exactement. Donc, la prochaine fois qu'une montagne d'opportunités soi-disant incontournables se présente, la vraie question n'est plus comment je vais faire rentrer tout ça dans ma journée. La seule vraie question devient quel est l'unique élément qui mérite d'être mis en lumière aujourd'hui au détriment de tout le reste. Assumer la part d'ombre pour révéler le cœur du sujet. C'est vraiment la clé pour reprendre le contrôle de sa propre narration. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.